et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'aborder un sujet incroyablement tabou, mais pourtant si courant dans les familles françaises, l'inceste et les violences intrafamiliales. Pour ce faire, j'ai accueilli Laetitia à mon micro, une ancienne victime d'inceste qui avait porté plainte contre ses agresseurs et qui était courageusement venue partager son histoire avec transparence et sincérité. Cet épisode a eu un impact que je n'aurais jamais pu imaginer. Sur des dizaines d'entre vous d'abord, puisque le témoignage de Laetitia a permis à des victimes de violences de prendre le chemin des tribunaux pour porter plainte contre leurs agresseurs et se battre. Dans les familles où la parole a été libérée, où on a pu poser des mots sur des faits et expliquer ce qui avait été trop longtemps caché. Sur l'inconscient collectif et la vigilance des uns et des autres, en rappelant que les faits d'inceste ne sont pas anecdotiques. Ils concernent 1 enfant sur 10 en France, soit environ 3 enfants par classe. Et sur ma vie personnelle, dont je vous fais part au sein de cet épisode. Avec Laetitia, nous revenons sur l'impact de ce premier épisode dans nos vies et de ce qui a changé dans la sienne depuis. Laetitia nous raconte la suite de son chemin de résistante, sans tabou ni complexe. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappez. Bonjour Laetitia. Salut Élise. Bienvenue encore sur Prenons un café. Merci. C'est trop bien. Je sais pourquoi je suis contente et tu sais pourquoi je suis contente de te retrouver aujourd'hui, 3 ans après notre premier enregistrement. Je regardais juste avant, tu étais l'épisode 63, qui a été au tout début d'ailleurs de la saison, enfin je l'ai sorti en septembre, ça devait être le 2e de cette saison ou le 3e, un truc comme ça. Je m'en souviens très très bien. Cette semaine a marqué ma vie. Je pense pour toujours, au-delà de l'enregistrement, au-delà de la rencontre, la semaine de diffusion a été intense à plein de niveaux. Mais avant de revenir là-dessus, est-ce que, s'il te plaît, Laetitia, tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui n'auraient pas écouté ce premier épisode? Oui, je m'appelle Laetitia, j'ai 45 ans. J'habite tout près de Lille et je suis porteuse de projet, gérante d'une association qui s'appelle Les Récoupettes, une recyclerie en art du fil. Trop bien. C'est canon. Oui, mais d'ailleurs, j'adore tout ce que tu partages. Tu sais, les stories que tu partages là. Les hypnotiques. Ouais, mais c'est là. Ça détend. C'est extraordinaire. C'est pour bien démarrer la journée. J'aime bien. Donc, merci pour ça. Tu me permets de démarrer bien mes journées. Donc, je le disais, on a enregistré il y a 3 ans, quasiment là, jour pour jour, semaine pour semaine. On a enregistré autour d'un sujet qui n'était pas simple, mais qui était important à aborder. On a enregistré un épisode autour de l'inceste. Pendant cet épisode, tu as raconté ton histoire autour de l'inceste et surtout, on l'avait lié avec ta maternité, puisque tu es maman d'une grande fille maintenant. C'est ça, 16 ans et demi. Oh, on dit encore le et demi après? Oui, bien sûr. C'est encore important. Jusque quand? À quel moment on refuse? Je sais pas. Je crois que c'est une décision qu'on prend nous-mêmes. Je sais pas, je crois, oui. Donc, tu es de maman d'une grande fille et de comment tu, justement, ta maternité avait été aussi colorée, finalement, de ça. Comment tu étais devenue militante aussi. Ça a été une semaine incroyable. Tout à fait. En tout cas pour moi, pour toi, je sais pas. Dis-nous un peu comment tu as vécu cette prise de parole sur ce sujet qui est relativement intime. Enfin, est-ce qu'on peut faire un sujet plus intime que celui-là? Je ne sais pas. Oui, enfin, forcément, ça touche à la question de la sexualité, donc elle est intime. Et après, ça va encore plus loin que l'intimité pour moi, puisque c'est de la sexualité taboue et interdite. Mais comment je l'ai vécu moi, je l'ai vécu comme je déposais quelque chose qui était nécessaire pour moi de l'évoquer de manière calme, détendue, éclairée, on va dire. Dans un contexte et au sein d'un lieu qui était ton podcast, qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais envie de pouvoir partager. Je te suivais déjà en amont et c'était vraiment le bon lieu, la bonne personne, le bon moment pour moi. Donc vraiment, moi je l'ai vécu comme un pas de plus dans mon chemin, pas à la fin, pas le début,
mais un pas de plus. Et ce pas, il a été important sur un plan personnel parce que du coup, j'ai pu passer au pas suivant après. Et voilà, après, moi, j'ai reçu forcément des témoignages, etc. Mais je m'étais quand même préparée à comment réagir, comment vivre ces moments-là. Donc, du coup, ça a été bien encadré, comme on avait précisé dans le podcast, etc. Il y a eu forcément des débordements, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des débordements. Mais ça va, ça n'a pas été plus que de raison. Donc, comme je m'y étais bien préparée, ça s'est bien vécu. Okay. Et surtout, j'ai vécu une énorme vague d'amour, de compréhension. J'ai senti des connexions avec des gens qui se faisaient suite à cet épisode, des petites évocations timides quand on venait me voir au local, en me félicitant, aussi en approuvant le fait que ça devait être dit, etc., que ça avait été bien fait. Ce qui a été pour moi le plus important, ça a été le retour de mon mari et de ma fille, avec qui on a partagé ce moment-là. Mon mari, lui, a écouté l'épisode. Ma fille n'a pas fait ce choix pour l'instant, ou alors elle me l'a pas dit, parce qu'elle a le droit aussi à son intimité. Mais en tout cas, ça a ouvert une porte de plus dans notre alliance familiale. Voilà. C'est chouette. Je trouve que ça nous a renforcés. Trop bien. Ah, j'adore. Non, mais je prends. Je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit, notamment les retours qu'on peut avoir. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que, moi, ça m'arrive régulièrement, pas forcément sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets que je peux aborder sur Prenons un café, d'avoir derrière des personnes qui viennent justement déposer leur histoire sur un message Instagram, par exemple. Je comprends 1000 fois qu'on le fasse parce qu'on sait qu'on va être écouté ou lu ou entendu, mais c'est parfois difficile à recevoir parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas le bon endroit, parce que il y a plein de choses comme ça, en fonction de ce qu'on fait, par exemple de son compte Instagram. Moi, je suis humaine, comme tout le monde, je scrolle le soir et que je passe d'une vidéo de Taylor Swift à un témoignage un peu dur, c'est un peu dur. C'est pas simple, et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, j'ai mis en place cette fameuse boîte à questions anonyme. Alors, la boîte à questions anonyme, c'est encore autre chose. J'y reçois pas tellement de choses personnelles, mais la fiche de contact. D'accord. C'est parce que les personnes qui veulent me parler ou qui veulent témoigner sur Prenons un café ont désormais la possibilité de le faire sur une fiche de contact que je consulte quand je les décide. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est surtout ça. C'est pas de couper la parole ou de dire aux gens ne faites pas ça, c'est juste de le faire dans un cadre bien précis. Oui. Parce que selon les sujets, c'est hyper difficile. Et sur Instagram, parfois, même souvent, très honnêtement, je ne réponds pas. Je réponds pas parce que je ne lis pas. Parce que quand je vois le message qui fait tout mon écran, je sais déjà que ça va être difficile. Et donc, je ne vais pas prendre la peine de le faire. Et s'il y a des personnes qui écoutent, qui m'ont envoyé ce type de message, c'est pas grave. Vous pouvez le déposer sur la feuille de contact ou alors déposer ce que vous avez à me dire auprès de quelqu'un qui sera là pour l'écouter et pour l'entendre. Parce que je l'ai déjà dit il n'y a pas très très longtemps, mais je ne suis pas la première porte d'entrée. Et toi non plus, tu ne dois pas être la première porte d'entrée. Exact. Mais moi, ça a vraiment permis de dire et de rappeler que c'est important de demander à la personne que vous avez en face si elle est OK pour entendre ce que vous avez à dire. Parce que je pense les personnes parlent avec spontanéité, et tant mieux si on peut être ce genre de révélateur ou d'impulseur ou d'impulseuse. Mais pour nous, ça a des conséquences, en tout cas pour moi, ça a des conséquences, et ça peut avoir des conséquences terribles jusqu'à aller à de l'insomnie, faire des cauchemars, qui pour moi, après, c'est difficile d'être dans mon quotidien. Et c'est vrai que j'apprécie encore plus les gens qui me demandent avant est-ce que c'est OK pour toi si on parle de ça parce qu'elles ont pris conscience que j'étais dans cette situation et que j'en suis toujours pas sortie et que ça aura lieu toute ma vie. Ouais. Et du coup, ce message-là d'amour, de se dire est-ce que tu es dans la bonne disposition pour que je puisse te parler de ma situation,
c'est génial. Enfin, celles qui l'ont faite, et elles se reconnaîtront. Ça a créé un lien encore plus fort parce que ça me montre au quotidien que vous prenez en considération qui je suis. Donc voilà. Et puis c'est une base de communication finalement, parce que là on parle de sujets lourds, et c'est valable mais pour dans les sujets même du quotidien, c'est valable aussi, tu vois. Est-ce que par exemple si ton mari n'a pas vidé le lave-vaisselle, alors que tu n'as pas besoin de lui dire de le faire normalement, est-ce qu'il est en mesure de l'entendre, que tu as envie de râler comme jamais? Est-ce que tu es disposé là? Parce que sinon ça va partir en dispute inutile, parce qu'en fait, il y en a un des deux qui n'est pas disposé à avoir la conversation. Alors, c'est frustrant, très frustrant. Mais en fait, c'est prendre en considération l'autre, parce que quand on est dans l'échange avec une autre personne, c'est un duo. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à entendre ce qu'on a à dire, en fait, tout simplement. Ça s'appelle la notion de consentement. Et ça tombe bien, puisque c'est un peu le sujet de ce qu'on aborde entre nous. Exactement. Et c'est la base, en fait. Et le consentement, il n'est pas valable uniquement dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, dans les relations de couple. Il est valable dans toutes les relations. Et c'est hyper important. Donc, sur Instagram aussi, le consentement est important. C'est ça. Donc, quand vous voulez nous envoyer des messages, faites-le, surtout faites-le, mais avant, dites est-ce que c'est OK pour toi, quoi, tout simplement. Donc, tu reçois des vagues d'amour, et ça, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup qu'on reçoive des vagues d'amour grâce à Prenons un café, et tant mieux, parce que c'est vrai que quand on aborde des sujets aussi profonds que celui-ci, quand on dénonce des choses, parce que c'est ça aussi, il peut y avoir un retour de bâton un peu violent, où on va se retrouver à l'inverse de l'amour, mais plutôt de la haine. Pas du tout. Mais c'est jamais arrivé avec Prenons un café, et je m'estime extrêmement chanceuse de ça. J'ai rien eu du tout de négatif. Aucun propos n'a été malmenant ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Carrément. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu disais que l'enregistrement de cet épisode, ça a été un pas dans ton cheminement qui t'a permis d'aller à la suite. C'est quoi la suite, puisqu'on est là sur un que sont-elles devenues? Donc, c'est quoi la suite de ton chemin? Il y a eu plein de choses. En fait, ça fait depuis que j'ai porté plainte. Je sais que ce chemin, il va être long, on dit de reconstruction, même si je pense qu'on se reconstruit jamais complètement. Mais c'était important pour moi d'aller le déposer dans un espace public et de me détacher de ce rôle de victime pour pouvoir dire, oui, ok, j'ai été victime et je ne suis plus. Et aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un qui peut en parler. Et c'est comme ça que je me suis détachée de ce rôle, cette posture où quelqu'un était au-dessus et faisait... Pardon, c'est l'identité même de l'incesteur que d'avoir un rapport de force avec toi. Et moi, je voulais me détacher de ça. Et ça a été le déposer dans un espace public tout en étant précise et en étant juste dans les propos, etc. Ça faisait partie d'un exercice que j'avais envie de mener. La suite, ça a été 2 aspects. Sur les aspects émotionnels, donc mieux me comprendre sur mes réactions, sur ce que je pouvais ressentir et comprendre mon fonctionnement émotionnel. Donc là, ça a été un parcours de soins, accepter d'être accompagnée aussi par quelqu'un d'extérieur. Finalement, j'ai trouvé un peu mon entrée, parce que je me suis posé la question de quelle était la partie de mon corps que j'acceptais qu'on touche, sans que ça réveille quoi que ce soit. Et j'ai trouvé, ce sont mes pieds. Incroyable. J'adore mes pieds, mais en fait parce que c'est la seule zone de mon corps qui n'a jamais été maltraitée. Et du coup, j'ai pu aller chez une réflexologue plantaire et me reconnecter comme ça à des sensations de lâcher prise. C'est exactement ça que je veux aller chercher. De relaxation et de lien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui prend soin de vous. Donc voilà. Et la deuxième chose, ça a été mon rapport à mon corps, qui était forcément malmené. Et du coup, moi, je me suis construite
avec une identité et une façon de me penser qui peut être perçue comme hors norme, mais qui finalement fait juste partie d'un panel de possibilités. Et j'avais vraiment très envie physiquement, de ressembler à ce que moi je ressentais à l'intérieur et puis être ce qu'on attendait de moi. Voilà. Donc ça, c'était ultra important. Donc c'est passé par la coupe de cheveux. Donc moi, je me sens comme une personne non binaire. D'accord. Donc j'avais vraiment besoin que physiquement, ça soit marqué. Et les cheveux en faisaient partie. D'enlever vraiment tout ce qui pouvait être perçu comme genré d'un côté ou d'un autre ne m'intéresse pas. Mais plutôt de faire un mix en fonction de ce que moi j'ai envie de mettre, de ce que j'ai envie d'être. Donc ça, c'était hyper important. Et puis, c'est passé aussi par une opération qui a été attendue depuis de très longues années, une réduction mammaire. Et du coup, j'ai réduit ma taille de poitrine cette année, au mois de janvier. Ça, c'était le gros pas que j'attendais depuis vraiment... franchement, je pense que depuis que j'ai déposé plainte, j'ai ça en tête. Et c'était encore plus pour marquer mon détachement de qui je suis, dans mon identité, etc. Et qu'est-ce qui t'empêchait de le faire finalement avant janvier ? Je pense que je voulais pas le faire sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire j'ai une envie, je le fais et impulsivement je le fais. C'est pas une tablette de chocolat. Voilà. Donc je voulais pas le faire de cette manière-là. Après, il fallait, je pense, déconstruire toutes les conventions sociales liées à ça. Le rapport, qu'est-ce que c'est que mes seins, ce n'est pas qu'un objet sexuel. Donc ça, tu vois, il a fallu vraiment que je le déconstruise. J'ai dû aussi... j'avais envie que ce soit encore un travail d'équipe. Donc ma famille était importante dans cette décision et j'avais envie de quelqu'un de... Voilà, qu'on soit une équipe ensemble pour le faire et qu'on comprenne pourquoi je le fais. Donc j'avais besoin de me sentir soutenue. Et après, ça peut être un coût financier puisqu'il faut quand même avancer de l'argent. Donc même si tu es remboursé... Enfin, moi, je suis remboursée, mais... C'est ça. Des fois, tu peux ne pas l'être. Donc... Il y a des conditions pour le remboursement. C'est un certain poids. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as les chiffres exacts ? Les chiffres exacts, non, je les connais pas. Je pense que c'est autour de plus de 400 grammes, quelque chose comme ça. Il y a un épisode sur Histoire de Daron de Fabrice Florent. Il en parle parce que sa fille a eu recours et il a les termes, les conditions, pas les termes, mais les conditions pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale et que ça rentre justement dans cette prise en charge puisque c'est considéré à ce moment-là comme un handicap finalement dans ta vie. Exactement. Et une entrave à ton quotidien. Et donc là, t'es remboursée à 100% ? Moi, je suis remboursée à 100%, oui. Okay. Mais je le savais déjà d'avance, donc j'ai pas retenu les chiffres. Ça fait partie des problématiques liées à ce que j'ai vécu. Le fait de pas retenir les chiffres, c'est très compliqué. C'est pas grave, hein, vous avez un ami qui s'appelle Google. Exactement. Et il fait des choses incroyables. Il vous dit... Vous pouvez même demander à ChatGPT si vous avez envie. Il répondra que à vous en plus. Donc oui, non, on peut avoir les infos de toute façon assez facilement sur Internet ou même auprès de vos médecins généralistes. Exactement. Consulter un professionnel de santé pour avoir toutes ces infos-là. Mais en tout cas, c'est possible. Et c'est important de le dire. Parce que ça rentre dans le cadre des chirurgies esthétiques. Et quand on pense chirurgie esthétique, on pense tout de suite coût. Alors que c'est pas forcément un coût. Et je crois, à vérifier, que c'est aussi vrai dans les augmentations mammaires quand on a une hypotrophie mammaire. Ou donc on veut faire l'opération inverse parce qu'on n'a pas de poitrine et que c'est handicapant au quotidien. Ça peut entrer aussi dans une prise en charge par la sécurité sociale. Donc ça peut être intéressant en tout cas pour les personnes qui justement sont pas à l'aise avec leur corps et qui ont envie de faire la démarche dans un sens ou dans l'autre, de savoir que potentiellement le coût financier n'est pas une barrière. Et ça a été un grand événement pour moi. Et la dernière chose pour laquelle il était important pour moi de passer le pas, c'est qu'il fallait que je me confie de nouveau à quelqu'un que je ne connaissais pas. Aller faire la démarche pour moi d'aller vers un personnel soignant, quel qu'il soit, est très complexe. Appeler, c'est très complexe. Et du coup, il fallait
voilà, que je m'élance vraiment. J'ai eu l'impression de sauter dans le vide, de me dire, je suis rattachée à un élastique, hein, j'ai bien quelqu'un qui s'assure de ma sécurité, mais cet élan-là, il est toujours très compliqué, parce que j'ai, dans mon parcours, souvent été face à des gens qui ont soit des propos déplacés, soit des conseils non sollicités, soit un avis sur la question. Voilà, ils vont aller toucher quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de base. Je me transforme un peu en guerrière à ces moments-là. Et j'ai vraiment, je peux devenir très tranchante. Parce que je ne supporte plus ces éléments qui n'ont rien à faire sur la table, qu'on me renvoie à mon poids, qu'on me renvoie à mon genre, enfin voilà, j'ai reçu pas mal de choses diverses liées et à variées. l'opération ou autre chose? Non. À autre chose. Ça pouvait être pendant mon parcours de PMA, pendant parcours de soins psychologiques. Voilà, à chaque fois, c'est une sorte de bataille à devoir mener pour juste exister au sein d'un contexte bienveillant, quoi. Et du coup, j'ai fait le choix, et je pense que j'ai vraiment bien fait, de m'adresser à une doctoresse. Déjà, j'ai genré, moi, mon choix. Je voulais que ce soit une femme qui s'occupe de moi. Ensuite, j'ai choisi une doctoresse qui est spécialisée en oncologie féminine, et qui est spécialisée dans la reconstruction mammaire suite à un cancer. Et elle faisait de la reconstruction mammaire dans tout type, pas que par rapport à un cancer. Et finalement, je me suis dit, si je m'adresse à elle, elle a déjà l'habitude de prendre soin de personnes qui ont des difficultés. Peut-être gérer les traumas. Ouais, voilà. Elle sait mieux gérer les traumas. Elle va... en tout cas, ça, c'est l'imaginaire que moi, je m'étais créé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai été accueillie... parce que maintenant, j'arrive dans un cabinet, je dépose mes valises. Je dis, voilà, j'ai été victime d'inceste, donc ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vraiment, je dépose et j'évalue un peu la réaction de la personne que j'ai en face de moi. Et il y a des personnes qui, du coup... Ok, très bien. Elle a demandé le consentement systématiquement pour tout acte. Et voilà, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, j'étais rassurée, donc je pouvais y aller. Mais c'est hyper important d'avoir, tu vois, quand on voit les fiches, moi j'en fais ça tout le temps aussi, mais les fiches des médecins sur les applications type Doctolib ou sur même les fiches Google, de savoir... c'est pas les avis, moi, qui m'importent, parce que généralement, il n'y a que les gens pas contents qui mettent des avis de toute façon. donc c'est pas plutôt le reflet, spécialités, mais ce qu'ils mettent, ce qu'ils notent. Comment ils ont... même s'ils ont par exemple un site web, c'est parfait ça. Parce que c'est eux qui l'ont rédigé, et tu vois les valeurs tout de suite, en fait. Et ça te met tout de suite en confiance en fonction de ça. Ou même s'ils mettent un détail, par exemple, sur leur parcours, ne serait-ce qu'académique, sur ce qu'ils ont ajouté comme diplôme universitaire, tout ça, ça te donne un indice sur leur centre d'intérêt, et donc sur la possibilité de l'altruisme ou non. Parce que, en fait, les médecins, c'est des humains, donc il y en a qui ont des niveaux d'altruisme différents que d'autres. Et pour moi aussi, c'est important d'aller chercher les bonnes personnes. Et c'est pour ça que je mets vachement de temps avant de faire des démarches médicales, de quelles qu'elles soient. Mais c'est pour ça que, si on peut passer un message, détaillez vos fiches, en fait. C'est ça. S'il vous plaît. Ouais. Mettez-vous sur Doctolib aussi, parce que parler au téléphone, c'est parfois souvent très difficile, et qu'on a envie d'avoir le choix, et vous n'êtes certainement pas des e-commerce, et c'est pas une profession... classique quand même d'être médecin, mais pour des personnes qui ont vécu des traumas, pour des personnes, je sais pas, après peut-être c'est aussi un peu générationnel sur certains points, mais on a besoin de ça pour pouvoir valider et pour pouvoir avoir l'agenda à côté, parce que moi je déteste chercher dans mon agenda au téléphone, de trouver, de dire non, c'est dur de dire non. Ouais. C'est très compliqué. Et même si t'es pas disponible, en fait, pour quelle que soit la raison, parce que des fois t'as des raisons qui vont te dire oui, ça c'est légitime, je vais la donner ma raison. Et puis peut-être parfois ça l'est pas pour toi, alors que toutes les raisons sont légitimes. Bref, chers praticiens, chères praticiennes,
mettez à jour vos fiches internet et s'il vous plaît, faites au maximum tout ce sur internet, c'est beaucoup plus facile pour des personnes qui en ont besoin en tout cas. Moi, je n'appelle jamais un cabinet. S'il n'a pas de Doctolib, je n'y vais pas. C'est exactement ça. J'ai la même chose. Et c'est marrant, hein, mais après, ça, c'est aussi... il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Il n'y a pas un type de profil qui va expliquer ça. Il y a le trauma, il y a la neuroatypie qui peut l'expliquer aussi. Il y a la génération Internet, hein, clairement aussi, qui l'explique. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour plein de gens d'avoir cette démarche-là. Surtout sur tout ce qui touche l'intime. Tu vois, tout ce qui va être autour des psychologues, autour des psychiatres, enfin tout ce qui est autour de la santé mentale et de l'intimité. C'est hyper dur de le faire, beaucoup plus difficile qu'un généraliste, je crois. Enfin, je sais pas. Ça dépend. Enfin... En fait, ça dépend du rapport que tu peux avoir avec le médecin. Tu vois, genre, je pense à ça parce que j'ai dit avouer, je mets des gros guillemets, avouer à ma médecin il y a genre 1 mois que j'avais un TDAH, que j'avais des problématiques, entre guillemets, santé mentale et tout ça. Et c'est un truc que je n'avais jamais partagé avec aucun médecin généraliste parce que je dissociais complètement les choses. Mais il faut du temps, ça fait genre 3-4 ans que je la vois, cette médecin. Il faut du temps avant d'avoir assez confiance pour partager ce genre d'informations parce que tu sais pas comment ça va être reçu. Et quand tu lis en amont un petit peu les spécialités, les légendes, en fait, c'est beaucoup plus facile de t'ouvrir. Et en fait, ça va beaucoup plus vite dans le parcours de soins, tout simplement. Ça va plus vite. Et c'est essentiel. Moi, j'ai trop eu d'occasion de ne pas le dire. Et ça s'est retourné contre moi. Et du coup, maintenant, j'y vais et vraiment, je dépose ma valise, quoi. Bim, voilà ce qui m'est arrivé, comment je réfléchis, comment je pense et est-ce que c'est ok pour vous et c'est parti. Mais ça demande quand même une grande connaissance de soi aussi. Oui. De pouvoir savoir que c'est ce fonctionnement-là qui te convient. Oui. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple, c'est vrai, mais en tout cas, je trouve que c'est une chance de pouvoir y accéder et de pouvoir être avec les gens en leur expliquant. En étant transparente sur ta façon d'être et sur ta façon de penser. Donc, moi, je le vis plus comme une chance que comme un problème. Ouais. Tu as employé tout à l'heure un mot, le mot guerrière. On va essayer de pas pleurer. Ça va être dur de pas pleurer. Ah, j'ai pas pris la boîte de mouchoirs, enfin. Ah, on est foutus. Je suis tellement pas professionnelle. T'as employé tout à l'heure le mot de guerrière, il est pas anodin ce mot-là. Non. Puisque la semaine de la sortie de cet épisode que nous avons fait ensemble, c'était pas prévu en plus à la base, mais j'ai ressenti le besoin de compléter ton témoignage par un épisode spécial intitulé des paroles de pro, parce que j'ai fait ça un petit peu, je pense que je le referai bientôt, mais bon bref, des paroles de pro, c'est-à-dire des personnes qui sont professionnelles pour l'instant, je crois que j'ai reçu que des avocats sur ces sujets-là, que ce soit sur la séparation, le divorce ou sur les violences sexuelles faites, et non sexuelles d'ailleurs, les violences faites aux femmes et aux enfants. Et en fait, j'ai ressenti le besoin parce que je me suis dit, alors c'est bien d'avoir fait le témoignage parce qu'il y a ce côté MeToo, tu vois, ce côté moi aussi, qui apporte quelque chose et qui est hyper important. Mais une fois que tu as dit moi aussi, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que ça. Et c'est pas toi avec ton témoignage ou moi de ma position de podcasteuse qui allons apporter les solutions. Et j'ai eu besoin d'avoir des données précises, d'apporter des clés en fait à toutes les personnes qui se seraient reconnues dans ce témoignage, qui auraient eu envie d'aller plus loin en t'entendant parler, en t'entendant raconter ton histoire, comment tu avais porté plainte, ce que ça avait changé et tout ça. Et qu'on porte plainte ou pas d'ailleurs, en fait en soi, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a qu'une bonne réponse pour soi. Mais j'ai eu besoin de donner concrètement les clés aux personnes. Et j'ai fait une petite boîte à questions sur Instagram à l'époque, en demandant si des personnes connaissaient un avocat ou une avocate spécialisée dans ces domaines-là pour témoigner, pas témoigner, mais pour justement expliquer juridiquement ce que ça voulait dire, quelles étaient les lois, quels étaient les recours finalement juridiques pour les personnes victimes et aussi ce qu'on pouvait attendre de la justice par rapport aux personnes qui agressaient, les agresseurs.
Et c'est là que j'ai croisé le chemin d'une petite personne sympa, qui n'est pas du tout une petite personne en plus, d'un avocat qui s'appelle Maître Olivier Péan de Pamphilly, qui a accepté tout de suite de parler. Il a écouté un petit peu le podcast, il dit « Oh oui, ça a l'air cool, on y va ». Et on a fait cet épisode, mais vraiment presque, du jour au lendemain, ça a été hyper vite, parce que c'est la semaine de la sortie, donc, alors que nous, on avait enregistré 2 mois avant, tu sais, j'aurais pu me bouger avant, mais non. Mais j'ai ressenti vraiment, au moment de la sortie, ce besoin-là. C'est vraiment, avec peut-être les retours des gens, je ne sais plus exactement pourquoi, mais j'ai ressenti ce besoin-là. Et dans son épisode, justement, Olivier raconte son expérience, lui, d'avocat, de défenseur des victimes, mais aussi des agresseurs. Et je pense que c'est important de le dire aussi, c'est qu'il a les 2 côtés, et je pense que ça doit avoir une incidence sur sa pratique. Et c'est lui qui emploie à un moment les personnes qui rentrent dans mon cabinet, c'est ce qu'il dit, sont des victimes, et elles deviennent des guerrières. Et ça, c'est incroyable. Et tu sais quoi, il ajoute aussi quelque chose. Et puis après, elles ont besoin de faire quelque chose de ça, et elles deviennent des combattantes et des résistantes. Et toi, t'en es là, tu vois. Ouais, j'en suis vraiment là. C'est ça, en fait, c'est que t'es victime, tu as fait tout ce process de plainte et de défense, finalement. T'es devenue une guerrière. Et puis le jour où t'as décidé de mettre ça, finalement, aux oreilles de toutes ces personnes, en passant sur Prenons un café, t'es devenue une résistante. Et ces mots ont beaucoup de sens aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hein. Nous enregistrons, nous sommes quoi, le 10 juin, 11 juin. Si vous avez un calendrier, vous savez. Mais il emploie ces mots-là, et ces mots-là, ils ont touché des gens. Ils t'ont touché, toi, tu me l'as dit tout à l'heure. Clairement. Pourquoi ces mots-là touchent ? C'est comme si on avait trouvé un mot qui définissait tout. Et c'est hyper enthousiasmant. Moi, ça me remplit d'une allégresse parce que c'est le bon mot. En fait, ce mot-là, c'est exact. Il est juste. Et moi, j'adore quand on arrive à mettre comme ça des mots au moment pile poil où tu sens que tu as l'instinct que c'est le moment de le dire. Et ça fait partie de mes petits... celles qui me connaissent savent, j'aime bien avoir des petites phrases philosophiques que tu sors au bon moment pour que la personne elle se sente revigorée. Et je trouve que c'est un impact hyper intéressant à voir chez les gens. Et il a eu cet effet-là sur moi, et je me suis dit mais ça fait du bien de l'entendre, d'autant plus que c'est un homme qui le dit. Tu sais que quand on m'a donné son contact, j'ai hésité à un moment. T'as tiqué ? Est-ce que c'est la bonne personne, tu vois ? Mais en même temps, oui, c'était la bonne personne. C'était clairement la bonne personne. Et ouais, non, c'est important aussi peut-être, je sais pas, ça pour le coup je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas aussi important de pouvoir se diriger vers un homme qui va comprendre et entendre la parole et la défendre surtout ? En tout cas, dans mon chemin, ça a été le premier homme qui a eu les bons mots, tout en laissant la place aux femmes d'être ce qu'elles avaient besoin d'être. Et je me dis, mais ça existe. Et ça fait vraiment énormément de bien. Le but, c'est pas non plus d'en faire tout un fantasme, etc. Non, ce n'est pas un dieu. On est aussi forte qu'eux. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, moi, dans mon estime, ça m'a fait un bien fou de l'entendre au micro et d'entendre ce type de propos-là avec ces mots-là, qui ont une portée historique, une portée... transgénérationnelle hyper importante. Le mot résistant, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et puis en plus, il y a autre chose derrière. On en a parlé juste avant. Et là, peut-être on va encore pleurer. On ne sait pas. Après, je vais pas aller plus loin dessus parce que allez, spoiler alerte, Olivier revient sur le podcast la semaine prochaine. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir son retour à lui et je ne voudrais pas casser tout ce qu'il dit, parce que c'est aussi son expérience, mais ton témoignage, l'épisode qu'on a fait avec Olivier,
ont eu un impact pour de vrai dans la vraie vie. Puisque toi, tu les as entendus, ces mots victime, guerrière, résistante, mais t'es pas la seule à les avoir entendus. Parce que beaucoup de femmes, et d'hommes d'ailleurs, de personnes qui étaient victimes, ont fait appel à Olivier pour justement défendre leurs affaires et pour porter plainte contre leurs agresseurs. Et ça, sans ta parole, sans la sienne, sans tout ça, ça ne serait pas arrivé. Ou alors peut-être que si. Et sans ton podcast. Et oui aussi, mais sans ça, enfin, peut-être que si, mais dans un autre espace-temps, ou peut-être même jamais. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui t'ont entendu, qui l'ont entendu lui, et qui m'ont entendu peut-être moi, et qui se sont dit, bah en fait, si elle l'a fait, si lui le fait, bah moi aussi je peux le faire. Et ça a changé leur vie. Et ils sont devenus des guerriers, et ils sont devenus des résistants. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est difficile d'imaginer, et en même temps, c'est un mélange de grande fierté et de grande humilité. Ouais, aussi. De 17 personnes. C'est énorme. 17 personnes. 17 à ce jour. Donc je rajoute 17, épisode 63. Ce sont des nombres. Non, mais tu sais que c'est hyper important d'avoir, ne serait-ce que le chiffre. En fait, parfois, tu dis, bah, c'est qu'un chiffre, mais dans ces cas-là, c'est pas qu'un chiffre. Et puis, tu sais, parfois, on se dit, mais à quoi ça sert ? À quoi bon ? Qu'est-ce que mon histoire de moi ? Pourquoi la mienne ? Pourquoi moi ? Ben, en fait, pour ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de petite prise de parole. Ça demande un courage énorme de le faire. Il n'y a pas de petite prise de parole et il n'y a pas de petit impact. Ça aurait pu être une personne que ça aurait été pareil, en fait. Exactement. Ça aurait été exactement la même chose parce qu'en fait, on aurait changé la vie à un moment où ton témoignage aurait changé la vie d'une personne. Sans même aller jusqu'à la justice, aller jusqu'à porter plainte. Parce que je suis sûre que là, on a ce chiffre-là. Mais ton témoignage a eu un impact sur des vies et je le sais parce que je l'ai vécu et je vais en parler. Je vais arrêter de ne pas en parler parce que j'ai demandé à la personne concernée si j'avais le droit d'en parler et la personne concernée m'a dit oui. Ça n'a pas eu un impact uniquement d'un côté de justice, d'un côté pour ces personnes victimes qui sont devenues résistantes et qui ont affronté leurs agresseurs. Ça n'a pas eu ça comme impact seulement. Ça a eu, je pense, des impacts dans les familles qui ont pu libérer la parole et qui ont pu mettre des mots, et les vrais mots, les bons mots sur ce qui était arrivé. Et moi, ça m'est arrivé. Attention, c'est l'instant témoignage. Ça m'est arrivé parce que j'ai grandi dans une famille aussi où l'inceste existe. Et je l'ai déjà dit, il n'y a pas très très longtemps, mais sans dire les détails. Et c'est important aujourd'hui de dire qui, de dire quoi, de dire pourquoi, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse des suppositions et que la précision est importante. Ma maman a été victime d'inceste pendant son enfance. Son agresseur était son frère. Et c'est important pour moi de le dire aujourd'hui parce qu'en fait, pendant très longtemps, on n'a rien dit pour protéger je ne sais pas qui, jamais les bonnes personnes. Et l'épisode qu'on a fait ensemble, quand je dis qu'il a changé ma vie, avant même qu'il soit diffusé, il a changé ça chez moi. C'est qu'il m'a permis d'avoir un vrai dialogue avec ma mère. Il lui a permis à elle de mettre les vrais mots sur ce qui s'était passé et pas seulement tout ce qui avait été dit avant et minimisé. Enfin, l'inceste de ma maman, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que c'était arrivé, sauf que les mots qui étaient employés n'étaient pas les vrais mots. C'était des mots qui minimisaient, je ne saurais même plus te dire lesquels, mais c'était des mots qui étaient minimisés. Et en fait, le fait de mettre les mots, ça débloque énormément de choses. Ça permet de comprendre quelle mère elle a été, pourquoi j'ai eu cette maman-là, quelle fille moi je suis aujourd'hui, pourquoi notre relation, et je parle que de nous, parce que nous sommes les seules personnes concernées et qu'elle m'a autorisé moi à parler de ça dans ce spectre-là. Je n'irai pas dans les autres spectres qui ne concernent que des personnes concernées. Mais dans notre relation, ça a tout changé parce que quand je suis devenue mère, avec ma mère, on a été dans un conflit qui était assez important. J'arrivais pas à comprendre en fait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais eu cette mère-là. Pourquoi elle avait été comme ça. Elle ne m'a pas maltraitée, pour remettre les choses comme on voit. Voilà, mais enfin, il y a des difficultés. Et en fait, tu peux pas devenir une maman, j'allais dire lambda, mais est-ce qu'il y en a ? Je pense pas. Il y a forcément des difficultés dans les relations quand tu deviens parent et que tu as vécu ce genre de choses, encore plus quand c'est enfoui, encore plus quand on n'en parle pas, encore plus quand on ne l'explique pas.
c'est forcément compliqué. Et moi, j'ai vécu ça en tant qu'enfant. Donc, le dommage collatéral, il est là. Bon, ça permet des belles choses, type prenant un café, hein, clairement. Mais j'ai été un dommage collatéral de l'inceste sans l'avoir vécu moi-même. Je n'ai jamais vécu ça. Mais cette libération de la parole, en fait, a permis à notre relation de se réparer et à son travail sur ça d'avancer aussi. C'est-à-dire qu'elle a pu avancer, commencer des travails thérapeutiques et mieux se comprendre et avoir un rapport qui était différent envers son corps, envers qui elle était. Et je vais arrêter de parler pour elle parce que c'est son histoire. Mais ça a changé quelque chose. Donc au-delà de la plainte ou de la justice, parler de ces sujets-là, c'est important dans les familles. C'est important parce que c'est un sujet trop tabou et que même si on n'est pas concerné personnellement, on connaît forcément quelqu'un qui l'est. Et parce que 1 sur 10, parce que 3 par classe. Parce que 3 par classe. Donc, c'est évident qu'on connaît quelqu'un qui est concerné. Et on ne peut plus faire l'autruche, en fait. Quand on a entendu ton histoire, quand on a discuté avec toi, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. C'est pour ça qu'on refait cet épisode. C'est pour ça que le sujet, mais je l'aborderai encore. Alors, pas toutes les semaines, parce que ma santé mentale, et puis la vôtre probablement, mais c'est un sujet qui est important d'aborder pour ces raisons-là. Oui, et il est important aussi parce que plus on pourra mettre des mots, plus on pourra libérer la parole, au moins il y aura de place pour les ancesteurs. Et du coup, dans le côté guerrière, combattante, résistante, en fait, ça continue de cette façon-là. C'est-à-dire que à partir du moment où les mots sont dits, vous ne faites plus place au sein de vos foyers, au sein de vos lieux de vie, quels qu'ils soient, à ces rapports de force et à cette possibilité. Donc, usez ça. Enfin, vraiment, je trouve que ça a quelque chose de magique parce que à partir du moment où c'est dit, où c'est bien expliqué et qu'on sait de quoi on parle, eh bien, il n'y a plus la place pour les ancesteurs dans ces lieux. Exactement. Et au-delà de ça, dans la communication, dans la construction du lien avec les autres, de pouvoir être capable de dire « il m'est arrivé ça » ou « ça fait partie de ma vie », ça change vraiment tout. Ça change tout parce que tu es en capacité d'avoir les bonnes personnes en face de toi. Et c'est pas le cas quand tu peux pas le dire. Parce que t'es pas en sécurité tant que tu peux pas le dire, tant que tu le dis pas. Et d'ailleurs, c'est le jeu des ancesteurs de garder le secret. Parce qu'ils savent très bien que le secret les met en sécurité, eux. Quand la libération de la parole nous met en sécurité, nous. Et ça fait peur. Et c'est... tout à l'heure, tu parlais de saut dans le vide, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Mais il faut que la peur, elle change de camp. Exactement. Et c'est en parlant qu'elle changera de camp. Et ça paraît simple, pourtant, juste de faire sortir sa voix et de le dire. Moi aussi, j'ai vécu ça. Ou moi, je connais quelqu'un qui a vécu. Et de prendre cette parole-là. Mais en le taisant et en le gardant pour soi. Mais c'est même pas que pour soi que c'est compliqué. C'est dans ce qu'on transmet aussi aux générations futures. C'est valable aussi pour les personnes qui sont à côté. Pas que pour les personnes victimes, mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont... qui reçoivent ou qui entendent des propos ou qui entendent des situations qu'on leur confie. Si ces personnes-là sont assez dotées des mots justes, elles peuvent sauver une vie. Ça peut aller vraiment jusque-là. Et parce que à partir du moment où vous nommez les choses, parce que la personne n'est pas en capacité de le faire et qu'elle vous évoque une situation problème, que vous êtes capable de dire « Attends, ça, c'est une agression sexuelle. Ça, c'est un viol. » Et c'est la première chose, c'est les mots quand vous les posez, et ils sont ultra importants parce que vous allez soutenir, enfin, c'est comme si vous alliez créer un nuage autour de la personne pour qu'elle se sente tout en confort, de se dire que d'une, elle n'est pas toute seule, qu'elle n'a pas rêvé, qu'elle n'est pas folle, et qu'en plus vous allez l'entendre et que vous allez la croire. Et puis parfois, ces personnes-là vont être la première personne à poser les mots. Oui. Parce que quand tu es dans le déni, ou simplement parce qu'on t'a tellement dit que c'était comme ça que ça devait se passer, enfin, quand ton agresseur est entré à ce point dans ta tête,
tu crois pas que c'est grave, tu crois pas que c'est interdit, tu crois pas à tout ça. Et que quand une personne extérieure pose le mot, ça légitime ton ressenti, ça légitime ce que tu as vécu. Et ça sort de... C'est pas dans ma tête. Enfin, ça sort de là, en fait. Et c'est hyper important. Alors après, on ne pose pas n'importe quel mot, n'importe quand. Le poids des mots est important. Et c'est pour ça que quand on parle d'un sujet quelconque, il faut vraiment choisir ses mots. C'est valable dans tout. Et j'ai un exemple particulier en tête, c'est que ne serait-ce que par exemple tous les termes autour du viol, mais autour aussi de la santé mentale, qui sont utilisés à tort et à travers. Typiquement, quelqu'un qui va dire « Ah ouais, c'est pas... ouais, je suis un peu bipolaire. » Non, on ne dit pas ça. Non. On ne dit pas ça parce que la bipolarité, c'est quelque chose de réel. Les gens qui le vivent vont pas te dire « Ah, je suis bipolaire. » Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Le viol n'est pas un jeu. Ça aussi, on peut l'entendre, tu sais... de jouer au docteur, etc. Ouais, c'est pas un jeu, touche pipi dans les cours de récré, c'est pas un jeu. Il n'y a pas de touche pipi, il n'y a pas d'âge petit pour jouer à touche pipi sans que ce soit problématique. Dans tous les cas, c'est problématique. Et puis aussi, dans les relations même consenties, on ne peut pas dire que c'est un jeu de violer la personne. On peut avoir envie de faire des jeux qui sont liés à la contrainte et à plein de choses... dans le cadre d'un consentement, mais on ne peut pas utiliser le mot viol pour ça. Parce que y a le jeu et l'agression. Et c'est vraiment pas la même chose. Et le poids des mots, sinon les mots n'ont plus de sens en fait après derrière. Et comment on peut les utiliser sciemment pour dénoncer si ils n'ont plus aucun sens? Et on le voit bien de toute façon, parce que sinon les personnes seraient un peu plus prises au sérieux quand elles disent ces mots-là. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'ils sont un peu utilisés à tort et à travers et c'est problématique à mon sens. Donc on utilise vraiment les mots. Et si la personne en face qui nous raconte ça n'arrive pas, eh ben on les pose pour elle, ces mots-là. Et c'est vrai qu'en parlant, en témoignant, ça permet ça. Parce que aujourd'hui, tu as le recul qui te permet aussi d'utiliser les mots. Tu as tout ce travail, tout ce chemin derrière toi qui te permet justement... d'avoir ce rôle de résistante, par exemple, c'est-à-dire que on peut pas... chaque chose en son temps. Il y a le temps de la prise de conscience, il y a le temps de la guérison, même si ce temps-là, il est infini, finalement, mais il y a plusieurs étapes dans la guérison. Il y a le temps du combat, il y a le temps de l'acceptation, il y a le temps de l'aide aussi, après, derrière. Tu peux pas devenir la personne qui aide quand toi t'es dans le dur finalement de tout ce qui vient de t'arriver. Ça peut pas possible. Clairement. Et en fait, toi avec ce recul, tu peux aider justement les personnes qui vont recevoir, les personnes qui vont être dans cette tornade finalement. Et c'est hyper important. Et c'est important parce qu'en fait, on peut être tous et toutes confrontés à ça parce que 1 sur 10. Et moi, je pense par exemple aux instituts, tu vois. 3 par classe. Je pense à toutes ces personnes qui ont en face d'elles des enfants et qui vont être la figure de confiance par excellence de ces enfants. Donc, ils doivent entendre des choses. Et si on peut leur donner les clés, parce que je ne pense pas, malheureusement, que l'éducation nationale leur donne les clés. Donc, si on peut leur donner les clés autrement, c'est hyper important de le faire. Voilà. Exactement. C'est quoi la suite, Laetitia ? La suite, en tout cas pour moi, la prochaine étape, je ne sais pas si je l'avais déjà dit au premier épisode, mais une des étapes de ma reconstruction, ça a été de changer mon nom. Je crois qu'on avait abordé ça, il me semble. Et pour moi, la prochaine grosse étape, c'est de me désaffilier complètement de mes membres de famille, famille civile, on s'entend bien. Et j'aimerais vraiment faire cette démarche de devenir orpheline, pour pouvoir mettre une fin claire et reconnue aux liens qui ne sont pas des liens, qui sont juste créés par une société et par un système, et du coup de mettre complètement fin. Ok. Ouais. Est-ce que tu connais les démarches pour le faire ? Eh bien non. Et alors
là, ce sera de nouveau un pas en plus à faire, d'aller me renseigner à quel type d'avocat il faut que je m'adresse, etc. Mais ce sera le prochain. Ok. Parce qu'il est important pour ma fille, parce que sinon, ils ont encore des droits de grands-parents sur elle. Et aussi de reconnaissance pour moi, puisque de toute manière, je suis orpheline à ce jour. Et j'ai du mal à accepter que ce ne soit pas concret sur mes papiers. Donc, j'ai fait la démarche et je l'ai obtenue de changer mon nom. Et surtout, j'ai eu l'opportunité extraordinaire, et je sais que ça a ouvert des portes à d'autres personnes aussi, donc c'est aussi hyper important de créer mon propre nom. Ok. Du coup, je suis la seule et unique personne à m'appeler de cette façon-là. Donc, je crée ma propre fille. Enfin, c'est génial. Et quand tu changes ton nom comme ça, est-ce que tes enfants changent aussi, du coup ? Bien, du coup, oui. Elle a pu changer elle a pu le rajouter, en tout cas, à son état civil. Donc, ça aussi, c'était très important. Mais oui, du coup, j'ai envie d'aller vraiment au bout de cette démarche-là. Okay. Ça, c'est encore le prochain gros sujet. Est-ce que tu as déjà entendu des témoignages de personnes qui l'avaient fait ? Non. Non. Ah bah, appel à témoins, vraiment. C'est ça. Non, mais parce que c'est important, tu vois, s'il y a des personnes qui l'ont fait, peut-être qu'elles peuvent te donner des tips, peut-être qu'elles peuvent donner des infos. Et tu vois, tout ce qu'on disait juste avant, c'est valable pour plein de choses, en fait, finalement. Mais je savais que pour mon nom de famille, j'étais la première à qui ça a été validé. Et que ça a fait jurisprudence et que du coup ça a permis à d'autres personnes de pouvoir le faire. Et mon avocate à l'époque m'avait bien dit ce sera jamais accepté, du coup on a le droit de faire 3 choix. J'étais obligée de mettre le nom de ma mère, parce que ça faisait partie des règles du jeu, ce qui était inentendable pour moi. Même son nom de jeune fille, c'était inentendable. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir me proposer 2 autres noms. Et il fallait que je fasse toutes les vérifications, que ça n'existait pas dans le monde entier. Et ça doit être chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Il y a toutes sortes de configurations de noms. Exactement. Et c'était hyper exaltant en même temps. Ouais. Et en fait, on m'a autorisée à porter un nom que j'avais créé. Ok. Parce que j'étais dans un contexte bien particulier et que du coup, ça a été validé. Mais quand j'ai reçu ça, tu vois, ça a mis 4 ans à ce que ce soit. C'est toujours très long, de toute façon. Ouais. Et puis en plus, c'est un truc nouveau. C'est ça. Ça prend plus de temps. Et clairement, on avait fait le choix avec mon mari de se marier pour que je puisse changer de nom de famille et porter le sien. Ce qui pouvait mettre un petit peu en dehors de ma vie ce nom de famille. Et la réponse est arrivée 1 mois avant qu'on se marie. Vous l'avez fait quand même. J'ai rajouté ce nouveau nom. Ouais. Vraiment, on s'est speedé pour que ça ait lieu et qu'on n'utilise pas du tout mon ancien nom au moment de l'union, quoi. C'était génial. Bah oui, carrément. Donc la prochaine étape, c'est ça. Est-ce que tu as pu accéder à ça parce qu'il y avait eu une décision de justice ? Oui. Sans ça, tu n'aurais pas pu. Non. Parce que tu n'aurais rien pour le justifier. Ouais, c'est ça, il faut le justifier. Je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu as un nom difficile à porter, un lien avec ton prénom qui fait que ça peut être mal compris. Et que ça te porte à préjudice. Ça te porte à préjudice. Voilà, il y a des petites règles comme ça. Mais oui, non, ce qui a joué en ma faveur, c'est la décision de justice. Donc c'est important aussi parce que ça fait partie de ta reconstruction finalement, ce changement carrément. de nom. Et après derrière la reconstruction identitaire, elle a commencé avec ça. Je suis quelqu'un de nouveau, je suis Renée. Ouais. Vraiment, je suis dans un processus où je pourrais me redonner une date de naissance que ça me ferait un bien fou. Ouais, exactement. Et ça c'est chouette quand on a décidé toute ta vie de ton statut finalement. Exactement. Ouais, c'est vraiment... C'est reprendre le pouvoir. C'est reprendre le pouvoir, c'est exactement ça. C'est trop bien. Mais moi, j'ai trop envie de savoir quelles vont être les possibilités sur cette histoire d'affiliation, enfin de défiliation, je ne sais pas si ça existe comme mot, c'est pas grave, on l'invente aussi, on invente des mots, on s'en fout. C'est ça. On fait ce qu'on veut. Mais non, mais c'est hyper important. Je pense pas que... Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu de témoignages sur ces sujets-là, de à quel point tu peux te détacher finalement.
de là d'où tu viens. Après, j'imagine que c'est les mêmes questions que sur tout ce qui va être autour de la PMA, des lois bioéthiques. En fait, finalement, c'est les mêmes... Ça doit être. Ouais. Mais oui, tu vois s'il y a quelqu'un qui a des informations, je suis preneuse. Voilà, écoutez, l'appel est lancé. Vous pouvez m'envoyer des MP pour ça. Voilà, on écrit en grand le titre en majuscule. Information, affiliation. Voilà, non mais voilà, en tout cas, si vous avez les infos, bien sûr que vous pouvez les envoyer. Et puis, en tout cas, on te souhaite que tu arrives à cette prochaine étape là, parce que c'est trop important pour toi. Et si c'est important pour toi, c'est que ça l'est, point. Et c'est trop bien. Merci Laetitia pour cette suite. Merci Élise. Hyper importante. Moi, je suis très très contente. Pour moi, quand j'ai imaginé relancer cette capsule d'été, c'était évident en fait que tu y serais parce que tu as plus que marqué l'histoire de Prenons un café en fait. Enfin, tu as marqué mon histoire à moi aussi. Bon, les deux sont intimement liés, certes, mais tout de même. Et tu as marqué l'histoire de plein de gens. Et c'est important merci de me renvoyer ça. Ça fait chaud au cœur. Et puis écoute, on va pas repleurrer. Qu'on pourrait. On n'a toujours pas de mouchoirs. En plus, je suis sortie, j'aurais pu aller les chercher, mais non. Non, mais je te remercie vraiment beaucoup parce que déjà, c'est toujours agréable de discuter avec toi. Écoute, on passe toujours un bon moment. Et voilà, merci pour tout ça. Merci d'avoir parlé. Pour toutes les personnes qui en ont eu besoin, d'entendre, merci de le refaire aujourd'hui. Et merci d'être une résistante. À bientôt. À bientôt. On viendra prendre des nouvelles de la suite. Attends, oui, ça va être tous les 3 ans. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle dose de Prenons un café frappé, la capsule d'été dans laquelle on prend des nouvelles des invités emblématiques du podcast. Tu veux réagir à cet épisode ? File vite sur Spotify pour répondre au sondage de la semaine. Et si tu as aimé écouter mon invité du jour autant que moi, c'est le moment d'en parler à la terre entière, en partageant l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à tes amis dans la vraie vie. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.